Alors du coup, je vais appeler maintenant nos deux experts, Hugo Brille et Timothée Duverger, à me rejoindre. Je vous en prie, prenez place. Est-ce que tout est bon? Impeccable. Alors, on a le micro là. Merci à vous deux. Désolé, on a un petit peu de retard, mais on va rattraper. Donc, quand je vous ai contacté, je vous ai proposé de participer à une table ronde pour réfléchir et nous donner votre point de vue autour de l'IAE de demain, à la croisée des chemins, comme je disais tout à l'heure, des transitions sociales et environnementales. Et du coup, ça me semblait intéressant d'avoir deux points de vue. Alors, Hugo Brille, qui est membre des Shifters, qui connaît bien donc, le Shift Project. Alors peut-être la première question, parce que je connais, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qu'est-ce que c'est que le Shift Project et les shifters? Merci, bonjour à toutes et tous. Oui, effectivement, première précision, le Shift Project, c'est un nom qui est un petit peu connu, les shifters un peu moins. Le Shift Project, c'est donc un think tank, un incubateur d'idées en bon français, qui existe depuis maintenant un peu plus de 14 ans et qui a pour objectif de porter des études, des rapports, on va pouvoir en parler un petit peu, liés à la décarbonation de l'économie. C'est une entreprise, une organisation qui est composée d'une vingtaine de salariés et qui s'appuie sur une association sœur qui s'appelle donc les Shifters et qui est composée actuellement d'à peu près 25 000 adhérents, bénévoles, sympathisants, suivant comment on compte. Donc voilà, l'intervention va se placer par rapport à ce cadre-là. Merci Hugo. Alors Timothée, j'ai pas pu tout mettre. Puisque du coup, quand on lit ta présentation, il y a plein de choses. Responsable de la chaire Terre ESS, donc tu es très connu dans la sphère bordelaise, girondine, mais je vais peut-être te laisser dire un peu les différents mandats que tu représentes aujourd'hui. Merci. Oui, moi je joue à domicile effectivement par rapport aux collègues. Non, mais pour aujourd'hui, du coup, c'était effectivement c'est plus au titre de Sciences Po Bordeaux que tu m'as sollicité, puisqu'on a créé une chaire qui s'appelle Territoire de l'ESS. Donc là, on a beaucoup entendu parler de territoire de l'ESS au-delà de l'insertion qui s'inscrit dans ces dimensions-là. Donc je vous remercie aussi pour tous ces témoignages et qui étaient aussi autant d'histoires au pluriel de l'insertion par l'activité économique. Donc c'était intéressant. Et ensuite j'ai aussi des implications, puisque je sais que c'est un sujet qui peut fâcher au niveau de territoire zéro chômeur de longue durée, puisque j'en préside l'Observatoire national. Voilà. Mais moi je suis pas partie prenante de ces affaires. Donc ce sont des sujets sur lesquels nous pourrons évidemment revenir et proposer des motions de synthèse. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Alors du coup, on va démarrer par la première question et par toi, Hugo. Donc le Shift Project a publié un rapport qui compile pas mal d'études scientifiques et qui a été appelé le plan de transformation de l'économie française. Alors peut-être en quelques mots, en quelques minutes, nous rappeler les enjeux de ce plan, pourquoi avoir travaillé scientifiquement sur ce plan, pourquoi la décarbonation de l'activité aujourd'hui est importante, de l'économie est importante. Voilà, ce premier temps d'introduction. Alors oui, effectivement, le Shift Project a travaillé depuis 2020 sur ce que je vais appeler le PTEF, de son petit nom, le plan de transformation de l'économie française. Ce PTEF, c'est un travail de 2 ans mené par le Shift Project en lien avec des chargés de projet et des spécialistes de différents secteurs pour venir proposer la décarbonation de l'économie au regard de l'accord de Paris, c'est-à-dire la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050.
Le PTEF, c'est l'agrégation de plus de 15 rapports, des rapports qui sont sectoriels. On aura l'occasion peut-être d'en parcourir certains, la santé, l'énergie, le logement, etc. Le PTEF a pour ambition de venir proposer une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la base d'une méthodologie concrète et physique. Je m'explique. Une méthodologie concrète et physique, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'argent. On va parler d'abord des contraintes physiques, des fameuses limites planétaires que l'on connaît, qui viennent nous rappeler que nous vivons dans un espace fini. Notre Terre est composée d'acier, d'aluminium, de plein de matériaux dont on se sert au quotidien, mais en quantité finie. Et au regard des accords que nous avons pris via l'accord de Paris, la réduction des gaz à effet de serre passera nécessairement, non pas de manière douce et joyeuse comme on veut parfois le faire passer, mais par un véritable plan, c'est-à-dire un programme, une stratégie qui permettra de venir, de manière résiliente et de manière concrète, transformer l'économie. Donc ce fameux PTEF, en quelques mots, est la synthèse de ces travaux, des travaux, comme je disais, qui se sont basés sur des études scientifiques, principalement sur les premiers rapports du GIEC d'il y a quelques années, aussi par des travaux sectoriels et par la sollicitation de différents spécialistes issus soit de la société civile, soit de branches professionnelles, etc. etc. Donc, on le détaillera un tout petit peu plus de manière sectorielle tout à l'heure, mais le PTEF reste un travail qui n'est pas une boule de cristal. C'est un plan, c'est-à-dire c'est une proposition d'organisation qui vient, comme je disais, répondre à des obligations que nous nous sommes nous-mêmes imposées. Pour vous donner simplement quelques éléments, la trajectoire de réduction des émissions des gaz à effet de serre dont on parle à 2050, c'est une trajectoire descendante en moyenne de 5% des émissions mondiales par an. Il n'y a eu que 3 fois au cours des 100 dernières années une réduction de 5% des émissions des gaz à effet de serre. Ces 3 années, c'était 1932, 1945, on peut comprendre pourquoi, et 2020. Donc, quand on parle de résilience, au Shift Project et le PTEF, on ne cherche pas à dire super, il faut se taper un Covid tous les ans. C'est pas le but. Donc, comment on rend notre économie résiliente, c'est-à-dire adaptative, adaptée, avec des variables qui sont nécessairement complexes. On l'a dit, on l'a entendu, et je pense que la suite des débats va être très enrichissante via l'emploi, la formation, l'insertion. Je le disais, cette vision-là, elle est nécessairement macro, avec une spécialisation par secteur. Tout n'a pas pu être étudié. J'en terminerai avec ça. Le PTEF, je vous le disais, c'est 15 secteurs, mais sur à peu près 30 millions d'actifs en France, le rapport n'a pas pu étudier l'ensemble des emplois, mais environ 13 millions d'emplois avec un énorme focus sur l'agriculture, l'alimentaire, l'industrie, en amont comme en aval, le logement et quelques services, la santé, etc. etc. Donc voilà dans quelle logique se place le PTEF. Et au niveau des premières conclusions, en tout cas que l'on peut en tirer, c'est que la transformation, elle doit se planifier. Et il n'y a pas que le Shift Project qui propose différentes choses. Je vous renverrai vers d'autres travaux si ça vous intéresse. Mais la trajectoire, elle doit être commune, planifiée et organisée. Merci beaucoup, Hugo. Et on y reviendra effectivement tout à l'heure sur les zooms sectoriels. Alors, on va passer de la transformation environnementale à la transformation sociétale, puisqu'on voit évidemment depuis la crise de Covid et même un peu avant, le rapport à l'emploi
s'est modifié, la place de l'emploi dans la société, et notamment la place de l'emploi inclusif, et son traitement justement politique, c'est pas mal modifié, a fluctué depuis les années 70. Alors, Timothée, avec ton regard un peu d'historien et de spécialiste, est-ce que tu peux nous faire justement ce regard-là sur ces différentes évolutions ? Oui, alors peut-être pour partir de l'actualité, parce qu'effectivement en ce moment on a des débats assez vifs autour de la question de la valeur travail, qui avait été remise dans le débat public par Nicolas Sarkozy et aujourd'hui reprise par Emmanuel Macron assez fortement. Alors c'est un débat qui revient actuellement, on le voit, on l'a vu avec là aussi des mouvements sociaux assez forts l'an dernier, puisque et c'est assez intéressant de ce point de vue, c'est-à-dire qu'on a une réforme des retraites et le débat il porte sur le travail. Il portait pas, vous voyez, sur l'inactivité, bon, toute relative, de la retraite, mais il portait bien sur l'activité. Donc ça, c'est quand même un signal qui est très important et qui me semble témoigner du fait qu'on est effectivement sur aussi au-delà des aspects conjoncturels, Covid et autres, sur une fin de cycle en réalité, fin d'un cycle ouvert par les années effectivement 70-80, différentes crises de l'État-providence, les recompositions du monde de l'entreprise avec l'essor d'une gouvernance actionnariale, et puis évidemment des crises autour de l'emploi d'abord, et qui aujourd'hui se transforment en crise du travail. Alors je citais la question du chômage, mais des retraites. On pourrait traiter de la question à travers aussi l'indemnisation du chômage, qui l'accès, le maintien dans le chômage a été durci ces dernières années. On l'a vu également récemment au travers du débat autour du RSA, débat que vous connaissez bien, puisque là aussi il y a eu des durcissements assez conséquents, puisqu'il y a l'idée au fond de banaliser les sanctions, avec la fameuse, je sais plus comment ça, mais sanction remobilisation, enfin c'est pas sanction, je sais plus comment ils appellent, enfin peu importe. En tout cas, à travers ces nouveaux dispositifs, dont on voit d'ailleurs qu'ils génèrent un non-recours croissant. Le collectif Alerte a alerté précisément sur le sujet ces dernières semaines également. Donc on le voit, l'objectif effectivement du gouvernement, c'est une remise au travail, mais sans questionner le travail lui-même. C'est une remise en emploi en réalité, mais sans questionner le travail lui-même, qui est en crise et pour lequel évidemment la France est en difficulté, puisqu'on fait partie des pays, disons dans les pays développés, où les conditions de travail sont les plus dures en réalité. Ça tient aussi au fait qu'on a des modèles qui sont très verticaux, très antidémocratiques, des modes managériaux qui sont totalement inadaptés. Alors c'est vrai un peu partout dans le monde, mais enfin en France c'est particulièrement marqué. Voilà, les études tentent à le montrer. Ça tient aussi au fait qu'on a toujours refusé la démocratie en entreprise, puisqu'au fond la République est partout en France, sauf dans l'entreprise, et donc à la fin elle est en crise partout. Donc ça c'est un peu le problème dans lequel on fait face. Alors ces questions, moi je crois, en tout cas autour du travail, évidemment, tout l'enjeu, et on le voyait d'ailleurs dès la création, c'était déjà vrai dans la création de l'IAE, c'était un des aspects de la création de l'IAE, c'était l'un des aspects qu'on a retrouvé autour du débat sur le RMI en 88, quand il a été créé avec justement l'ajout du I, parce qu'au départ c'était un revenu minimum, c'est devenu un revenu minimum d'insertion dans le débat, et avec des ambiguïtés au fond autour, mais qui ont toujours traversé aussi d'ailleurs l'IAE, c'est-à-dire d'un côté il y a l'idée que le travail évidemment est une voie d'accès à l'émancipation. C'est la tension entre émancipation et alignation en réalité. Et puis de l'autre côté, il y avait l'idée donc qu'il fallait à la fois protéger les gens et en même temps pas les enfermer dans cette assistance. Et de fait, les tenants de l'IAE au départ, dans une veine parfois autogestionnaire, etc., disaient ça. Ils disaient il faut que les personnes accèdent au travail pour ne pas être enfermées dans l'assistance, qui est une forme de régulation des pauvres par l'État-providence, mais qui est une forme de contrôle en réalité. Bon, il y avait aussi ces critiques-là à l'époque au sein de ces sujets. Et puis de l'autre côté, il y avait quand même
même une ambiguïté parce qu'il y a toujours cette tension entre d'un côté le travail, voilà, qui peut être émancipateur et puis le travail qui peut être aussi une forme de discipline. Hein. Et donc derrière la logique du RMI et de l'interprétation du I, est-ce que le I est un droit ou un devoir? Bon, c'est évidemment il y avait des débats hein, déjà à l'époque assez forts là-dessus. Bon, aujourd'hui on voit bien que la logique du devoir, qui fait est une tromperie hein, en fait, ça n'a rien d'un devoir. L'insertion c'est un droit en réalité. Mais du coup, en tout cas aujourd'hui, il y a la tentative très clairement d'infléchir dans ce sens-là. Hein, c'est ce que j'évoquais autour de la logique hein, de remise au travail général. Bon, donc il y a des tensions, je crois, qui sont très fortes aujourd'hui autour de ces sujets. Et pour conclure là-dessus, et ce qui a amené, je crois, la question de la crise du Covid, c'est la question effectivement du saut sans travail et qui ne concerne pas que des cadres. Hein, on a beaucoup parlé dans le cas français de la désertion dans les grandes écoles. Donc nous, on n'a pas eu de manifestation de ça à Sciences Po Bordeaux, mais il y en a eu à Sciences Po Paris et puis à AgroParisTech, etc. Bon, derrière la question de la crise de sens au travail, qui concerne en fait toutes les catégories sociales, qui concerne en fait toutes les générations, il y a l'idée que le travail, au fond, doit s'aligner autour de trois idées. D'une part, la question, il doit être utile. Ça, c'est pour que votre travail vous donne du sens, évidemment, il doit être utile. Donc ça suppose évidemment des questions de connexion à la transition écologique, mais aussi des enjeux en termes de cohésion sociale. Donc par exemple, le fait, ça renvoie à tous les métiers du care, etc., enfin le métier de la cohésion sociale. Et puis, deuxième niveau, attention, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que votre travail soit utile pour qu'il ait du sens, il faut qu'il soit cohérent avec vos valeurs. Si vous êtes par exemple, dans les métiers de la cohésion sociale, si vous travaillez dans un EHPAD, mais que, au hasard, un EHPAD particulièrement financiarisé, et que, du coup, il y a une pression à la rentabilité très forte, et que, du coup, vous n'êtes pas en capacité de faire des soins et de bonne qualité, bah, votre travail perd son sens. Hein, il peut être utile, mais en fait, il perd son sens parce que il n'y a pas de cohérence avec, dans sa concrétisation, finalement, avec les valeurs qui lui sont attachées. Voilà. Ça vaut pour ça. Dans le domaine public et de la santé, par exemple, ça s'est beaucoup vu. Hein. L'hôpital s'est fait un peu laminer par ça, hein, précisément, et par ces nouveaux modes managériaux qui ont eu les mêmes effets, notamment, par exemple, sur les infirmières ou ce genre de choses. Bon. Donc, vous avez ça. Et troisième niveau, c'est, pour en finir là, c'est le fait que ça doit vous permettre un développement finalement personnel. C'est-à-dire que le travail, c'est pas que l'emploi. Il faut bien distinguer les deux. L'emploi, c'est une institution. L'emploi, c'est ce qui vous rattache à votre organisation. C'est des droits qui sont liés, etc. Le travail, c'est l'activité concrète de transformation du monde et de soi-même en réalité. Et donc un travail, il doit développer des habiletés. Il doit vous transformer vous-même finalement. Il doit vous procurer une joie, du plaisir, la capacité à surmonter une difficulté. Il y a de l'effort aussi dans le travail, mais qui peut générer du plaisir au fond. Et puis il y a aussi cette capacité à se transformer soi-même, c'est-à-dire à apprendre, à acquérir de l'expérience, des compétences. Donc si vous n'avez pas tout ça dans le travail, avec un travail qui a parfois été très divisé, très automatisé, eh bien forcément, vous perdez là aussi le sens du travail. Donc c'est un peu ça qu'il faut arriver à retrouver finalement, et il faut rebâtir finalement des emplois qui permettent de redonner du sens au travail. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Et vous le voyez, ça engage effectivement tout un tas de choses du point de vue de la transformation globale du système, mais aussi du point de vue des organisations elles-mêmes et des entreprises elles-mêmes. Merci beaucoup, Timothée. Alors effectivement, je rebondis là-dessus sur travail divisé, travail automatisé, pour poser une question un peu croisée. Ce qui m'avait marqué quand j'ai lu le plan de transformation, c'est la notion d'esclave énergétique. Chaque personne aujourd'hui qui vit en France ou dans les pays développés, je crois que c'était 100, 200 ou 300 esclaves, c'est l'équivalent de force humaine de quasiment 300 esclaves énergétiques. Dans un monde du coup qui se contraint sur des contraintes physiques et qui a en même temps un rapport au travail qui se modifie, comment on pense le développement de l'économique et de nos activités en particulier, compatibles justement avec cette trajectoire, avec cette planification et avec les enjeux que tu viens de rappeler. Alors oui, plusieurs questions, donc peut-être plusieurs brins de réponse, j'espère. Effectivement,
ce que tu évoques, qui est donc l'esclave énergétique, c'est un ordre de grandeur qui est fourni dans ces différents travaux pour essayer de matérialiser quelle est la surconsommation d'énergie, donc de flux physique, par un Européen versus un Chinois versus un Américain, etc., etc. Effectivement, dans nos pays dits développés, la consommation d'énergie, elle est conséquente et elle est aussi invisible dans la mesure où, pour venir ce matin, vous êtes venu peut-être en train, en voiture, en vélo, à pied, que sais-je. Pour vous habiller ce matin, eh bien, vous avez un pantalon, une chemise, etc. Et tous ces objets-là, tout ça, ce sont des flux physiques qui nécessitent de l'énergie et, par voie de conséquence, des matières premières. Donc, pour en revenir à cette question-là, l'esclave énergétique, c'est simplement une mesure de l'importance de l'énergie dans notre quotidien. Et donc l'impact que l'on a par voie de conséquence sur notre planète avec ces fameuses limites planétaires. Et donc ça nous permet de mettre un premier pied dans la question. Peut-être quelque chose qui est un peu plus éclairant, c'est notre empreinte carbone. C'est une autre manière de présenter l'impact que nous avons individuellement sur l'environnement, sur le climat. Actuellement, et je vous donne des chiffres grosse maille qui peuvent être consultés de manière plus précise sur les différents sites du Shift Project et des shifters. Actuellement, un Européen, je vais dire produit plutôt 10 tonnes d'équivalent CO2, on va dire de 10 tonnes de CO2 par an, par ses déplacements, par son alimentation, par son logement et par plein d'autres activités. Atteindre les objectifs de réduction, la fameuse trajectoire dont je vous parlais tout à l'heure, liée à l'accord de Paris, il faut atteindre 2 tonnes par personne. Alors comment on y arrive ? On y arrive de différentes manières, mais si je prends la partie de ta question, c'est ce rapport à l'emploi, nécessairement, eh bien, qui dit sobriété, quand je disais tout à l'heure, elle ne va pas être douce et joyeuse, elle doit être nécessairement organisée, ça va nécessiter des changements individuels, des changements collectifs, mais qui vont avoir un impact sur les entreprises, je le disais tout à l'heure, qui fabriquent les trains, qui les réparent pour nous permettre de venir ici, les entreprises de textile, etc., etc. Donc en fait, cette contraction de certains secteurs, on en reviendra tout à l'heure, puisque il va y avoir des destructions d'emplois nécessairement, mais il va y avoir des créations par ailleurs. Comment on anticipe de certains secteurs, je prends celui de l'automobile, qui va nécessairement se contracter en termes d'emploi, on pourra donner des ordres de grandeur tout à l'heure, qui va nécessairement se contracter et qui, pour autant, va aussi créer de l'emploi via de nouvelles modalités de déplacement et qui, au-delà, et on ne pourra pas faire un espèce de vase communicant entre destruction d'emplois et création d'emplois dans le même secteur, comment il y aura des mouvements intersectoriels. Il y a des études assez intéressantes et même des essais qui ont été faits via les travaux du Shift Project dans les Hauts-de-France, dans le Cambrésis, sur du prêt de main-d'œuvre entre le ferroviaire et l'aéronautique, qui a été assez intéressante, un test assez intéressant pour essayer de comprendre comment, malgré le fait qu'il va y avoir des destructions d'emplois et qu'il va y avoir des créations d'emplois, il y aura un gros sujet aussi de mouvement, de reconversion, et comment on rend tout ça désirable, attractif, d'une part, et d'autre part, comment on va chercher la compétence, la créer, la former, la suivre, pour permettre de pourvoir des emplois dans le cadre de la transition bas carbone, la décarbonation de l'économie française. Merci. Alors, Timothée, comment ça te fait réagir ? Alors, peut-être avec peut-être une question, enfin, un angle d'attaque qui t'est cher sur justement cette notion de territoire. Et peut-être deuxième branche de question, c'est quelle place peut avoir l'ESS là-dedans ? Merci. Alors, il y a actuellement sur ces sujets-là des attentes très fortes. Si on regarde les études d'opinion, là j'en parlais hier avec des sondeurs, si on regarde les études d'opinion, il y a des attentes très fortes de la part des Français à l'adresse de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, si on leur dit, bon,
qui doit faire des efforts majeurs en matière de transition écologique, etc. Bon, ils vont vous dire les entreprises. Et puis après, si vous leur dites bon, mais de qui attendez-vous réellement que les changements se fassent, là ils vont pas citer les entreprises parce qu'en fait ils y croient pas une seconde. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'injonction contradictoire de ce point de vue. Bon, donc c'est un point de départ intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait il faut arriver à réconcilier en réalité précisément l'entreprise avec la société. Ça, c'est, je pense, un élément qui est assez important. Ça rejoint ce que j'évoquais avant sur la crise du travail aussi. Et je crois, conviction, c'est que le lieu de cette réconciliation, c'est le territoire. C'est-à-dire, je pense que c'est plutôt à cette échelle-là que ça se joue. Et donc, du point de vue des entreprises, ça veut dire qu'il faut qu'elles passent finalement de stratégies d'implantation à des stratégies d'ancrage. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'être implanté dans un lieu, mais il s'agit bien de s'y ancrer, c'est-à-dire de développer des coopérations. C'est un mot, je crois, qui vous est cher, même s'il n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Mais toujours est-il que je crois que c'est ça l'élément clé, c'est-à-dire faire en sorte finalement qu'il y ait des proximités qui s'organisent sur un territoire. Un territoire, c'est un construit social, ce sont des jeux d'acteurs, c'est un concours d'acteurs, si vous voulez. C'est-à-dire, au fond, d'identifier, ça revient à identifier des problèmes qui sont partagés et d'essayer de construire des solutions ensemble pour les résoudre. Voilà, c'est vraiment ça la construction. Et donc, je pense et d'ailleurs, si on regarde les scénarios de transition, alors j'en citais d'autres, l'ADEME est représentée par une excellente étudiante par ailleurs de Sciences Po Bordeaux aujourd'hui, qui va intervenir aussi dans les ateliers. Mais l'ADEME, si vous regardez les scénarios de l'ADEME, il y en a 4 en matière de transition. Donc en gros, ça part de frugalité, si vous voulez. Bon, donc en gros, il faut faire un peu mieux, un peu moins, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez le scénario de l'aspirateur géant à carbone, où la technologie va nous sauver, etc., etc. Bon. Et donc, entre les deux, ce qui est intéressant, c'est que le scénario qui est sans doute le plus intéressant, c'est le scénario 2, c'est-à-dire celui sur les coopérations territoriales. Donc c'est l'idée finalement d'arriver à relocaliser au fond, de réencastrer l'économie dans les territoires. Véritablement, c'est ça, c'est réinjecter des logiques de circuits courts, réinventer des régulations collectives qui ont des effets systémiques, mais donc à l'échelle des territoires, puisque bon, aujourd'hui des régulations collectives à l'échelle mondiale, c'est pas tout à fait évident. Donc du coup, on peut peut-être y arriver davantage au niveau des territoires. Donc là, il y a sans doute un enjeu de transition qui est assez important. C'est pour ça que nous, on a beaucoup développé, alors je ne vais pas trop le faire là, mais la notion de responsabilité territoriale des entreprises au niveau de la chaire. J'ai moi-même remis un rapport il y a quelques jours, ou 3 semaines, à la ministre en charge des entreprises là sur ces sujets-là. L'idée, c'est effectivement de se dire, finalement, il s'agit d'inventer, d'essayer de construire au fond à l'échelle territoriale, pour les raisons que j'indiquais, un mode de coordination fondé sur la coopération, des nouveaux modes de gouvernance qui soient territorialisés, qui permettent d'impliquer l'ensemble des acteurs finalement autour de la résolution de problèmes partagés. Voilà. Alors ça, il y a des exemples. Ça a été cité tout à l'heure avec les pôles territoriaux de coopération économique, qui en sont évidemment un exemple tout à fait manifeste. Voilà, je sais que la région Nouvelle-Aquitaine nous soutient d'ailleurs qui sont présents sur un programme de recherche sur ce sujet-là. On a publié d'ailleurs un livret Néoterra sur le sujet avec eux. Donc je crois, et moi ce que je constate, c'est que beaucoup d'acteurs du monde de l'entreprise, et y compris, alors c'est marrant, moi j'ai jamais autant parlé avec des grands groupes capitalistes. C'est un truc assez. Alors vous avez l'habitude dans l'IAE, mais mais moi je découvre. Donc du coup, et je suis tout à fait frappé de leur intérêt pour cette question territoriale, parce qu'ils ont une vraie recherche de légitimité, et la crise du Covid les a fragilisés. On a parlé tout à l'heure de robustesse face à la performance, on pourrait dire résilience. Je crois que c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'ils étaient paumés dans le contexte, et quand il fallait finalement réagir face à des crises, ils ne savaient pas à qui s'adresser, parce qu'ils ne connaissaient pas les parties prenantes, ils ne connaissaient pas leur territoire. Et donc ils ont senti ce point de fragilité finalement, et ils ont besoin justement
justement d'aller vers le territoire. Deuxième enjeu, il y a la directive CSRD au niveau européen. Donc c'est, bon, si vous voulez, dans les enjeux de environnement, social, gouvernance, les enjeux ESG qu'on appelle, etc. Donc au niveau européen, aujourd'hui, il y a une pression qui va s'organiser sur les prochaines années très forte pour que les entreprises, effectivement, intègrent davantage les enjeux socio-environnementaux. Et comment ça va se faire, ça? En réalité, le territoire est mentionné nulle part dans cette directive CSRD, mais il va se retrouver partout dans les actions qui vont être mises en œuvre, y compris parce que ça va être contrôlé à la fin. Et là, d'ailleurs, c'est des opportunités très fortes pour les acteurs de l'ESS de développer des partenariats aussi de ce côté-là, et particulièrement, je pense, pour le secteur de l'insertion par l'activité économique. Donc il y a effectivement une poussée très forte, en tout cas, à développer des coopérations. Je crois que les groupes privés peuvent s'y retrouver. Je crois que les acteurs du monde public, et particulièrement les collectivités locales, qui ont de plus en plus celles de pression financière et qui ont du coup besoin aussi de développer des coopérations, des mutualisations avec d'autres acteurs pour pouvoir répondre aux enjeux, aux problèmes publics qui se posent à elles. Et puis de l'autre côté, les acteurs de l'ESS, je crois qu'ils peuvent réinventer effectivement des coopérations à ces échelles pour essayer de résoudre les problèmes et de manager au fond les transitions. Effectivement. Alors, je vais te laisser la parole, Timothée. Je suis désolé, mais prends un peu d'eau, il n'y a pas de souci. C'était pour que tu nous dises un petit mot. Alors, je crois que tu as travaillé, théorisé la notion justement à travers le territoire de garantie d'emploi territorialisé, qui est intéressant. Et peut-être qu'après, on va ouvrir avec une petite question que tu avais à poser à la salle. Je te la rappellerai si tu t'en souviens plus. Mais peut-être d'abord parlons de garantie d'emploi territorialisé. Ouais, en fait, on a développé ça parce que j'ai aussi un observatoire à la Fondation Jean Jaurès, donc qui est un des deux principaux think tanks aussi français, enfin en plus des think tanks spécialisés, mais là je parle des think tanks généralistes. Et donc on a fait effectivement un rapport sur la garantie d'emploi territorial qui a été repris, qui est repris actuellement aussi au niveau de la Commission européenne, qui en a fait aussi un rapport là il y a pas longtemps. Donc le sujet derrière, c'est de se dire, alors nous, si vous voulez, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis président de l'Observatoire de territoire zéro chômeur de longue durée, donc qui est un outil, si vous voulez, pour connecter la recherche avec territoire zéro chômeur au niveau national. Donc on part un peu de cette réflexion-là, qui d'ailleurs, territoire zéro chômeur peut se lire, je sais bien qu'il y a eu à certains moments des formes de débat, de concurrence, etc. Moi je pense que ça peut se lire au fond comme un retour aux sources aussi, par certains côtés aux ambitions initiales de l'IAE, qui a été soumise aussi ces dernières années, ces dernières décennies par les pouvoirs publics à un tournant entrepreneurial, à une pression marchande aussi extrêmement forte, vous le savez bien. Donc il y a aussi ces débats, je pense, en toile de fond, si on prend un tout petit peu de recul sur les différentes catégories d'acteurs, etc. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est territoire zéro chômeur. Au niveau de la Fondation Jean Jaurès, moi je ne représente pas territoire zéro chômeur. Au niveau de la Fondation Jean Jaurès, ce qu'on dit, c'est au fond, territoire zéro chômeur, c'est bien, mais c'est une expérimentation. C'est une expérimentation. Si ça reste en l'état, c'est super. Vous aurez une nouvelle famille dans l'IAE. Donc là, il y aura une personne de plus à la table qui représentera la Fédération des territoires zéro chômeur. Je suis pas sûr que ce soit l'objectif de cette expérimentation. Voilà. Donc en tout cas, ce serait dommage quelque part que ça se termine de cette façon-là. Et moi, je crois que ce qu'il faut voir, c'est pas tant ça, c'est surtout la question qu'il y a derrière. Et la question qu'il y a derrière, c'est effectivement plus largement le passage à l'échelle, c'est la question de la garantie d'emploi. C'est-à-dire comment on passe effectivement du questionnement soulevé par territoire zéro chômeur à quelque chose de plus large, de plus important, qui est qui est la question de la garantie d'emploi. Il se trouve que vous avez beaucoup d'économistes, je pense à qui sont des post-keynésiens, donc aux États-Unis en particulier, il y a toute une tradition économique sur ces sujets-là qui a défendu l'idée de la garantie d'emploi, qui se réfère notamment à tout le New Deal de Roosevelt dans les années 30, etc. Aujourd'hui, la principale représentante de ça, elle s'appelle Pavlina Tcherneva, et elle défend effectivement la garantie d'emploi aux États-Unis. Elle la défend aussi au niveau européen avec une députée européenne qui s'appelle Aurore Lalucq. Et en fait, et donc c'est pour ça qu'on pousse aussi le sujet à ces échelles-là. Et l'idée, c'est effectivement de mettre finalement, de créer une garantie d'emploi, donc comme je l'ai indiqué, de manière très active, c'est-à-dire de dire à toute personne qui est éloignée du champ, nul n'est inemployable, et donc tout le monde peut accéder finalement au travail à travers cette garantie d'emploi. Donc c'est véritablement ça le principe, mais en créant des activités qui soient utiles. Ça renvoie au sens au travail que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est-à-dire des activités qui concourent au fond à la transition écologique et solidaire.
C'est véritablement ça l'objectif. Voyez, donc on défend des idées de ce type. Alors il y a des modélisations sur le plan économique, etc. Là-dessus. Mais l'idée, c'est de repartir vraiment de cette ambition-là et de la reposer, si vous voulez, à partir des quelques principes qui ont été défendus par Zéro Chômeur, mais qui, je pense, pourraient être partagés plus largement. C'est-à-dire cette idée, effectivement, d'avoir des emplois décents, de qualité, la question du CDI, évidemment, derrière, la question de la coélaboration du contenu du travail par les personnes qui y accèdent. Donc ça renvoie aux questions de gouvernance d'entreprise que j'évoquais tout à l'heure. Le fait qu'évidemment cela repose sur la volonté des personnes et non pas sur des injonctions qui tombent de pouvoir public. Donc CF confère les contreparties évidemment liées au RSA et autres. Vous voyez, donc c'est de partir finalement sur des principes de ce type et que tout cela soit construit évidemment au niveau du territoire à travers d'instances de régulation territoriale. Alors de ce point de vue, le comité local pour l'emploi en a esquissé quelque chose. Évidemment qu'il faudra le dépasser. Enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra dépasser, bien sûr. Mais en tout cas, je pense que ça a touché du doigt un certain nombre de problématiques. Et donc la question, in fine, derrière ça, donc avec une garantie d'emploi finalement verte, sociale et locale ou territoriale, eh bien il y a cette idée, je pense, de quel est le projet effectivement plus globalement pour l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le champ de l'insertion. Parce que ça dépasse pour moi Territoire Zéro Chômeur. Territoire Zéro Chômeur, pour moi, c'est une expérimentation. Ça vise à poser des questions, à apporter quelques éléments de réponse, mais c'est pas une fin en soi. Donc la question, c'est est-ce que l'ensemble des acteurs, finalement, notamment de l'IAE, quel est leur projet de société, finalement? Est-ce qu'on se satisfait à un moment donné d'être la voiture balai du chômage produit par le capitalisme financiarisé? Je le fais super court, mais voilà, c'est ça l'idée. Ou est-ce que, quitte à y aller un peu à la serpe, mais est-ce que on se contente de ça, ou est-ce qu'on se dit qu'on veut finalement bâtir de nouveaux systèmes de protection? Voilà, moi je pense que c'est ça l'enjeu qu'il y a derrière, c'est de poser la question derrière les initiatives micro et les engagements que vous portez, que vous incarnez au quotidien, est-ce que derrière on veut modifier les cadres institutionnels? Voilà, c'est ça la question au fond qui se pose, et donc quel est le projet derrière? Et moi il me semble que là il y a des voies de convergence entre l'ensemble des acteurs. Voilà. Merci beaucoup. Alors la question est lancée, du coup on a un petit temps d'échange avec la salle. Si certaines voitures balais veulent réagir, c'est le moment. Oui, c'est tout à fait. Alors, je vais donner un micro à mes collègues pour les passer dans la salle. Y a-t-il une première question? C'est toujours compliqué la première question. Ça vous a endormi, la garantie d'emploi territorialisé. Là, tu les as séchés. Ludovic. Alors Thomas, puis alors Ludovic. Ok. Bonjour. Première question, on parle de projet pour nos publics. Il y a un frein aujourd'hui qui est majeur, qui est la mobilité. Comment intégrer la mobilité dans nos parcours et dans vos réflexions environnementales et de territoire? Alors, merci pour la question. La mobilité, je vais la prendre vraiment sous l'angle, et vous l'avez bien compris, de sa décarbonation dans un cadre de territorialité. La mobilité, la question, pour vous donner des éléments de réponse, c'est que la mobilité, il faut nécessairement la réfléchir en termes d'infrastructure. À aujourd'hui, la mobilité longue distance, ce qui n'est donc pas celle de la territorialité, a vocation à faire un report modal vers le ferroviaire autant que possible. Si on se pose plus dans une logique du quotidien de je me rends au boulot, je vais faire mes courses, je vais au cinéma, etc., etc., bref, des transports plus quotidiens, la mobilité, je vous donne juste un chiffre. À aujourd'hui, différentes études convergent vers le fait que 40% des déplacements des Français, c'est une moyenne, bien évidemment, 40% de ces déplacements font moins de 5 km. Donc,
peuvent être faits à pied, en vélo, en transport en commun, bref, dans des transports qui sont largement décarbonés. Donc, dans un souci de territorialité, une fois qu'on a dit ça, oui, bon, s'il faut que je traverse l'autoroute pour me rendre à mon boulot à pied, il y a quand même un sujet d'infrastructure. Et donc là, en fait, on dézoome nécessairement sur une politique avec un grand P, je vais l'appeler comme ça, pas partisane, mais en tout cas dans la nécessité d'un État stratège. Avis tout à fait personnel, je ne vois pas de stratégie à aujourd'hui portée sur l'infrastructure, qu'elle soit routière, multimodale, tout ce qu'on veut, etc. En tout cas, pas une réponse suffisante par rapport à d'abord ces 40 premiers pourcents. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais j'espère vous donner quelques éléments. Merci. Ludovic. Je rebondirai sur vos questions de mobilité parce que ça m'intéresse beaucoup et ça a été évoqué récemment aussi sur d'autres territoires. Mais je voulais juste revenir par rapport aux grands groupes avec lesquels vous avez pu discuter et qui s'intéressent à tout un tas de questions nous concernant au niveau on va dire, des territoires et de l'insertion. On a l'impression que ça les intéresse peut-être quand ils discutent entre peut-être PDG, entre penseurs, si on peut le dire, mais on n'a pas l'impression du tout que ça redescende au niveau de leurs équipes, et notamment, pour être plus précis, au niveau de leurs acheteurs. C'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire quand structure d'insertion, on doit travailler avec ces gens-là, ils nous mettent des conditions pires que si nous étions des acteurs ordinaires. C'est une véritable catastrophe, et ils sont, les trois quarts du temps, assez cons. Excusez-moi de le dire, mais ça me révulse. On leur apporte des solutions à leurs problèmes et ils nous font que des emmerdes. C'est complètement ahurissant. Et ça, on aimerait bien que la réflexion descende un peu dans les équipes en disant, mais on est là pour vous apporter des solutions. Vous cherchez du monde, vous cherchez des compétences, vous cherchez des solutions pour vos déchets, pour autres. On vient vous apporter des solutions. Travaillons ensemble, coopérons. Et ça, ils ont du mal à intégrer cette notion-là. Après, sur la mobilité, quand vous dites 40%, 5 km, peut-être que si on compte en consommation totale en CO2, c'est peut-être pas les 5 km qui posent problème, c'est peut-être les 20, 30, 40 km qui sont faits par une certaine partie de la population qui, n'ayant pas les moyens de se loger assez proche de son travail, est obligée de s'éloigner. Et quand on voit la circulation telle qu'on a pu la trouver ce matin sur Bordeaux, c'est ahurissant, quoi. Surtout, mais je trouve ça délirant. Et après, pour reprendre d'autres choses sur la mobilité ferroviaire, c'est une honte. C'est honteux. Il y a 40 ans, il y avait une ligne qui faisait Angoulême-Limoges en train. Elle n'existe plus. Il faut prendre le car. Et après, il faut changer. Et tout est comme ça. Je fais régulièrement la ligne Limoges-Paris. C'est une catastrophe. Il y a 40 ans, on la faisait en 2h50. Aujourd'hui, on met plus de 3h, 3h30 quand on n'est pas en panne. Et tout est comme ça. Tout a été monté sur le TGV, tout a été fait sur les choses rapides, qui en montrent, qui en mettent plein la vue. Et on a le même problème sur la mobilité automobile. On nous fait des super bagnoles électriques qui pèsent 2,50 tonnes, alors qu'il y avait la possibilité de suivre le modèle des AX, faible consommation, faible poids, et on réfléchissait les autres autrement. Alors oui, moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas de pilote quelque part sur les projets. Il n'y a pas de plan. Et là, c'est un peu grave. On dit, mais les industriels savent faire. Oui, ils savent faire ce qu'on leur demande ou ce que le marché leur porte. Mais l'idée d'un collectif, c'est là que politiquement, il faut se réapproprier un collectif et un projet qui tienne la route. Et la réduction du CO2 est peut-être quelque chose qui va nous donner des limites. Si c'est 5% par an, si on fait la multiplication sur 10 ou 20 ans, ça fait vraiment beaucoup de réduction. C'est pas plus, c'est fois. Faites l'addition, c'est pas l'addition, faites la multiplication. Et là, ça peut faire mal. Alors, il y a beaucoup de points. Il y a de l'État stratège, il y a de la responsabilité territoriale des entreprises, qui peut-être
si l'un d'entre vous veut. Peut-être, oui, non, rebondir. effectivement, le débat est passionnant, puisque, effectivement, je reprends sur la partie mobilité. La mobilité ne peut pas se lire uniquement à la lumière d'usages moyens, effectivement. Vous parliez du ferroviaire, effectivement, on s'éloigne de ce que peut apporter le rapport emploi du Shift Project, bien évidemment, puisque c'est pas traité, on est plutôt sur de l'infrastructure, comme je disais tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est effectivement comment historiquement, vous parliez de la voiture, pour laquelle effectivement le déplacement individuel peut recouvrir un certain nombre d'usages. En France, on a été champion pendant des années sur faire des petits moteurs. Donc effectivement, faire des petits moteurs qui consomment peu, prenez l'exemple de certains modèles de voitures, permettait d'être dans une certaine efficience. Donc je ne peux pas me passer pour le trajet parce que j'habite à tel endroit, parce que, etc., etc. Donc je suis sur le modèle du petit véhicule, dans le sens petit moteur, donc plus léger, moins gourmand, etc., etc. Vous parliez à l'instant effectivement de l'État stratège, ou en tout cas de volonté politique avec un grand P. Vous le rappeliez tout à l'heure, le 9 juin, il y a des élections européennes. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier que même si là on vient zoomer sur un territoire, sur une logique assez locale, l'Europe a quand même un pouvoir au travers de son organisation de venir créer des normes, des règles et des contraintes, par voie de conséquence, que l'on se choisit et qui permettent de venir, peut-être limiter le poids de certains véhicules, leur consommation, bref, tout un tas de choses qui ont déjà été faites sur l'émission carbone, mais on voit qu'il y a un angle mort conséquent sur la décarbonation de la mobilité, puisque d'année en année, au regard de différents filtres à particules et aux différentes hybridations, micro-hybridations des véhicules, etc., les industriels ont toujours réussi à surfer sur la crête sans vraiment prendre le chemin d'une décarbonation plus totale. Effectivement, l'aberration d'un SUV qui fait 2,5 tonnes, qui fait 400 kilomètres d'autonomie avec des batteries démentielles, oui, ça fait hausser un sourcil tout autant que les autres sujets de mobilité aéronautique, etc., etc. Merci. Juste peut-être je suis pas un expert des questions de mobilité, mais pour m'être un peu intéressé quand même, je pense qu'il y a deux manières effectivement d'apprendre le sujet. D'abord, bon, évidemment, ça renvoie très largement à des questions d'aménagement du territoire, de développement économique, déséquilibré. Bon, il y a aussi des enjeux assez lourds et structurels, à vrai dire, derrière tout ça. Et le deuxième point, c'est il suffira pas de remplacer des moteurs thermiques par des moteurs électriques pour résoudre le problème. Donc là aussi, on ne peut pas attendre d'une solution technologique l'ensemble de la solution. Je ne crois pas que le Shift Project sera en désaccord sur ce point. Donc ça veut dire qu'il y a besoin effectivement de réinventer des usages, et ce, en prenant garde à ne pas culpabiliser les individus. Parce que ça, on a vu aussi ce que ça pouvait produire. Voilà. Donc il y a, à mon avis, quelque chose de la solution collective là aussi à inventer. Et sans doute cela passe-t-il à l'échelle des territoires par des coopérations. Moi, je suis sûr là-dessus, pour le coup, il y aurait des choses à bâtir. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais reçu la CPME qui se lançait sur les questions de transition écologique. Première chose qu'ils font, c'est qu'ils créent une commission mobilité. Et ils voulaient travailler avec d'autres, évidemment. Alors, je ne sais pas ce que c'est devenu depuis, mais c'est quelque chose, je sens, qui est présent partout, cette question de la mobilité. Vous y êtes confrontés parce que derrière il y a toutes ces problématiques d'accès à l'emploi, mais voilà, c'est une problématique générale qui concerne d'ailleurs pas que Bordeaux. La métropole de Bordeaux évidemment est très bouchonnée, mais enfin c'est loin d'être la seule. Donc du coup il y a un sujet. Moi il me semble que ça mériterait effectivement d'y travailler collectivement et d'y travailler de manière aussi en rural-urbain. Moi j'ai en tête, alors c'est dans un autre champ, je pense à Cities, vous voyez, vous êtes dans le domaine de l'ESS, Cities, donc qui fait de l'autopartage à Bordeaux et tout. Ils ont fait des ponts avec Langon, avec La Réole, où ils ont fait de l'interterritoire, des coopérations territoriales de ce point de vue. Bon, il y a sûrement des solutions aussi de ce type à imaginer. Et il me semble que là, il y a des bonnes occasions effectivement de coopération. C'est pas toujours évident.
évidemment, hein, on le sait, vous êtes sur des logiques marchandes souvent, il peut y avoir des phénomènes de concurrence, y compris entre acteurs. Il me semble que sur ce type de sujet, il peut y avoir des coopérations possibles qui soient montées au niveau des territoires. Donc là, ça peut être un sujet, je ne sais pas comment vous le traitez ou pas. Et il y a deuxième aspect sur la question des groupes, globalement du monde de l'entreprise. Quand j'évoque la question des territoires, c'est un sujet émergent en réalité, et évidemment, on se heurte à des cultures organisationnelles qui sont très différentes, qui sont souvent très verticales, très centralisées, etc. Par ailleurs, la question de l'ESS connaît actuellement un regain d'intérêt assez fort. Il y a un petit effet de mode, on va dire, en faveur de l'ESS. Moi, je pense qu'il faut en profiter. Effectivement, on gagne en légitimité, on gagne en crédibilité. Moi, je suis assez frappé quand même, c'est un truc, juste, je le signale. Il y a quelques années, vous voyez, quand on parlait de l'ESS et du rapport au privé, les entreprises viennent nous coloniser avec leurs méthodes, leurs méthodes de gestion, etc. On était très sur la défensive. Il faut pas, on veut nous professionnaliser à tout prix, quitte à perdre notre âme, etc. Bon, il y avait ce truc-là dans l'ESS. Je trouve qu'aujourd'hui, le discours général est en train de se renverser. Alors, ça ne dit pas que ce que je dis là est faux, ça reste vrai. Mais pour autant, je trouve qu'il y a un renversement. Si vous écoutez le discours de même la ministre, macroniste, je veux dire, qui vient de Madelin, donc Olivia Grégoire, c'est pas, elle vient d'une droite libérale tout à fait classique, et pourtant, elle explique qu'en fait, l'ESS ouvre la voie au monde de l'entreprise. Qu'en fait, c'est aux entreprises privées de s'inspirer de l'ESS. C'est quand même intéressant du point de vue des signaux, si vous voulez, ce type de renversement. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses, des tensions. Je pense qu'il y a des choses, des lignes qui sont en train de bouger. Évidemment, c'est loin d'être fait, c'est loin d'être acquis, c'est pas du tout achevé, mais je pense qu'il faut exacerber ces tensions-là, et justement, moi je crois qu'il faut aller confronter le modèle de l'ESS, le présenter effectivement à qui de droit, à tous ceux que ça peut intéresser, effectivement, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en perte de repère aujourd'hui, et pour qui ça peut devenir ce qui hier était un objet si vous voyez, pour eux c'était risible, l'ESS, ils se foutaient de nous. Maintenant, ils trouvent ça intéressant. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même une bascule qui est intéressante de ce point de vue, et je crois que d'ailleurs, il y a des pouvoirs publics, les collectivités locales, la région particulièrement, qui a la compétence de développement économique, qui peut jouer un rôle, qui joue déjà d'ailleurs un rôle sur ces sujets-là. Donc je crois qu'il faut accentuer justement ces rencontres-là, continuer à faire de la pédagogie, continuer à sensibiliser. Parce que je vous dis, moi j'ai le sentiment que c'est plutôt le sens ça peut être l'un des sens de l'histoire. Il y a plusieurs sens de l'histoire possibles, mais en tout cas il y a une tendance en faveur de ces éléments-là. Moi je crois qu'il faut plutôt l'appuyer effectivement. Merci beaucoup, Timothée. Alors, une dernière question, Pierre. Oui, donc, effectivement, la perception de l'émergence, au moins dans le discours, et surtout par rapport aux européennes, de certains, même partis qui en font la référence à un modèle alternatif, donc on l'entend, c'est assez récurrent ces derniers temps, donc ça c'est encourageant. Par rapport aux grands groupes, c'est clair qu'eux, ils n'ont pas les mêmes... C'est pas le même moteur. C'est vrai que la régulation qui viendra par l'Europe, du fait qu'ils doivent remplir et cocher des cases par rapport à la RSE et autres, fait que quand même, ils sont obligés de se rapprocher, d'avoir un intérêt par rapport à ces rapports qu'ils doivent faire, sur lesquels ils auront des contraintes, même des pénalités, s'ils ne rentrent pas. Enfin, pour ceux qui sont au 440. Alors, ils ne sont pas tous sans doute mauvais, parce que d'une certaine manière, sous la contrainte, il faut avancer un certain nombre de choses. Par exemple, il y en a qui en bénéficient quand ils sont dans les réseaux de recyclerie verticale, mais moi je suis assez dubitatif par rapport à ça, parce que le recyclage, quand il est vertical, il perd de son sens, parce qu'on ne sait pas très bien où ça va, combien ça coûte, et ainsi de suite. Par contre, c'est vrai que en tant que président, quand je rencontre des élus, je leur dis des choses simples, comme par exemple, je dirais, le circuit court de l'emploi, c'est nous. Alors, ah oui, le circuit court de l'emploi, oui, c'est nous, parce qu'en fin de compte, on est tout près des territoires, mais on a quand même des difficultés. Mes collègues vont vous le confirmer. Par exemple, aujourd'hui, dans les CDIAE qui ne vont plus exister, on va être simplement observateurs dans des commissions qui vont être entre France Travail, les conseils départementaux. Là, on va perdre un peu quand même de notre pouvoir, de notre capacité à montrer qu'on est les vrais opérateurs de proximité de l'emploi. Donc, pour arriver à vous dire, tout à l'heure, vous avez entendu que chacun parlait de notre plaidoyer. Bon, c'est vrai que c'est un peu vertical. Oui.
un peu vertical de parler chacun son plaidoyer, parce qu'on parlait de notre crèmerie, quoi. Et donc, il faudrait qu'on ait un plaidoyer plus général et générique sur ces thématiques. Par exemple, par rapport à la transition écologique, c'est vrai qu'il y a plein de secteurs qui pourraient être émergents pour des nouveaux chantiers, pour des nouvelles activités, et qui pourraient être orientés par rapport à des analyses beaucoup plus performantes liées à la proximité, liées au circuit court. Moi, je ne crois que la recyclerie, la transition et tout ça, ça peut se faire, ça peut être bienveillant ou, comme on dit, vertueux, que lorsque c'est dans un périmètre très restreint d'un territoire. Sinon, on perd son âme quand on commence à divaguer pour aller... Enfin bon, donc voilà la limite. Donc, tout ça pour dire ce que vous nous proposez comme réflexion. Puis je vois que vous êtes donc spécialiste de l'Observatoire. On en aurait bien besoin, sans doute aussi en Aquitaine, de se renforcer sur une réflexion un peu stratégique, d'abord sur un plaidoyer vers les collectivités territoriales, vers les entreprises à travers le mot magique qu'est la RSE, parce que c'est un mot magique, quoi. C'est comme, vous allez voir, un Chinois, vous lui dites start-up ou joint venture, il va dire ah ouais, c'est formidable, mais nous on a besoin de RSE efficace et de proximité, quoi. Et il faut qu'on ait les outils, les arguments, quoi. Voilà. Donc je pourrais penser que vous pourriez nous aider par vos étudiants, par des recherches ou par des actions de proximité. Bon, nous, moi je viens des Landes, peut-être mon accent le fait comprendre, mais c'est vrai que bon, dans le département, mettre la commande publique vraiment comme un moteur du développement, nous, ça nous parle, et donc là, on va y aller en espérant qu'on soit respecté, parce que Ludovic disait, parfois les entreprises, ils nous prennent pour des serpillères lorsqu'il s'agit de leur filer un salarié et surtout de l'accompagner au niveau socio-professionnel, ils s'en foutent, ils veulent savoir que le taux horaire c'est à 19,35 et pas 36, là ils nous emmerdent, mais il faut qu'on ait vis-à-vis des élus d'autres discours pour dire on est les intervenants de proximité concernant l'emploi, donc ça c'est clair, et on peut être des opérateurs stratégiques pour des développements territoriaux qui soient bien fléchés, quoi. Merci Pierre. Merci. Juste un mot sur les questions de commande publique. Je rebondis, mais je vais faire très court, parce que je pense qu'au niveau du timing, sinon on va tout exploser. Mais il y a, là d'ailleurs, je ne sais plus quand, là, c'est en juin, la métropole de Bordeaux organise des journées européennes sur la commande publique, etc., où tous les enjeux sociaux notamment sont bien abordés. Et j'ai positionné notamment une présentation de ce qu'on appelle le modèle de Preston. Donc, parce que je vous le signale, donc c'est en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre. Alors ça a été fait aussi aux États-Unis, à Cleveland, ça se diffuse en Écosse, même en Corée du Sud, etc. Enfin bref, c'est en train de se déployer un peu partout. C'est l'idée d'utiliser la commande publique pour faire de la résilience territoriale, en fait. Et donc concrètement, vous aviez une ville qui était en déclin industriel, avec donc des pertes d'emplois assez importantes dans le nord de l'Angleterre. Et le conseil municipal s'est aperçu à la fin des années 2000 qu'en fait, tout le pognon qu'ils mettaient dans le marché public, ça partait hors du territoire. Pourquoi ? Parce qu'ils filaient ça à des groupes, justement, à des grands groupes, etc., qui collaboraient pas trop, qui coopéraient pas trop avec les autres, etc. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé des filières locales pour répondre à leur propre marché. Donc, ils ont regardé toutes les institutions qui avaient des marchés publics sur le territoire, ils les ont engagées dans la démarche et ils leur ont dit, voilà, on va créer la réponse, finalement, à vos appels d'offres, on va la créer sur le territoire. Donc ils ont créé des coopératives, des PME, etc. Et comme ça, ils ont relocalisé une grande partie en fait de l'argent. Ils ont redynamisé énormément les questions d'emploi, le bien-être du territoire a augmenté de manière exponentielle. Les élus ont été réélus. Bref, tout le monde est heureux. Mais je veux dire, c'est un modèle qui, à mon avis, peut être tout à fait exporté. Voilà, je le signale. Et je crois que on aborde trop en France et en Europe, mais en France surtout, la commande publique comme une question juridique, alors que c'est d'abord une question économique, effectivement, et ça c'est une mutation à mon avis assez importante. Alors, pour finir la matinée, on va essayer de faire 2 zooms. On avait prévu 4, je m'excuse par avance pour ceux que j'avais sollicités, mais on va faire 4 petits zooms. Donc là, c'est les secteurs d'activité qui sont représentés dans l'IAE en Nouvelle-Aquitaine. J'ai mis des ronds sur les secteurs sur lesquels il va y avoir des enjeux aussi de mutation liés à la décarbonation. Alors,
j'ai demandé à certains porte-parole, on va dire, porte-étendard de chacun des secteurs, de bien vouloir venir, peut-être pour réagir avec les experts. Et alors, le premier, c'est le zoom sur le secteur justement du BTP, du bâtiment durable, de la rénovation, où on voit qu'il y a un certain nombre d'enjeux dans les années à venir. Alors, Mélanie, est-ce que tu as une première question? Ah ben voilà. Ou une question qui peut être effectivement peut-être à Hugo justement, quel est les enjeux par rapport au plan de transformation qui va impacter l'emploi dans ce secteur-là. Oui. Alors en fait, dans l'IAE, on avait tout à l'heure les chiffres. On a 30% des structures de l'IAE environ qui ont une activité de BTP, donc c'est vrai que c'est quand même pas rien. J'en fais partie. Moi, je représente un ensemblier avec une entreprise de travail temporaire d'insertion et une association intermédiaire et 2 autres structures qui ne sont pas dans l'insertion par l'activité économique, mais qui sont pour nous des sorties en fait positives pour les personnes. Et donc, au final, quels vont être les enjeux dans les années à venir justement sur ce secteur-là ? Oui, alors le BTP, sujet hautement actuel au regard de la crise du logement neuf actuel. Effectivement, voilà, quelques chiffres effectivement qui sont rappelés pour vous donner les grandes lignes du travail qui a été mené par le Shift. On va toujours raisonner en termes de création et de destruction d'emplois, mais aussi de mobilité, et là pour le coup intrasectorielle dans le BTP. Le travail du Shift a été mené en 2022, donc on était peut-être qu'aux prémices, ou en tout cas c'était encore assez invisible sur la partie logement neuf. Néanmoins, là on le voit arriver depuis plusieurs mois et on est en plein dedans, la crise de la construction du logement neuf va accélérer les fameux mouvements intrasectoriels. Je m'explique. Actuellement est réparti en ETP de manière à peu près égale au niveau national l'emploi sur la construction neuve et la rénovation énergétique, la réhabilitation, donc des logements anciens. Dans la logique de décarbonation, bien évidemment que la construction d'un logement neuf, parce qu'il est bétonné, parce qu'il est ferraillé, etc., est effectivement plus coûteux en termes d'énergie, donc de consommation de gaz à effet de serre, de production de gaz à effet de serre. Donc les enjeux qui sont pressentis, encore une fois, le PTVF, ce n'est pas une boule de cristal, mais dans la logique de décarbonation et dans, malheureusement, un constat actuel de crise immobilière, de crise de construction du logement neuf, on voit apparaître une demande très forte concernant la rénovation. Donc le logement neuf, lui, se voit un petit peu dégradé en termes de demande, mais la rénovation va tendre jusqu'à peu près 2035 à rechercher énormément d'emplois. La particularité, et vous le savez tout autant que moi, que la particularité du logement réhabilité, rénové, c'est la pluridisciplinarité et la technicité qui est demandée pour produire les travaux nécessaires. Ce qui signifie, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler, c'est tous les sujets de formation initiale et de formation continue. C'est-à-dire que faire de l'ITE, de l'isolation thermique par l'extérieur, ça s'apprend, c'est long et ça nécessite une technicité avancée. Donc ça vient poser le sujet de cette fameuse formation initiale et de cette formation éventuellement continue pour continuer à développer les compétences. En bref, les enjeux qui peuvent être identifiés, en tout cas les premiers enjeux que l'on peut identifier côté BTP, c'est que tout le secteur de la rénovation va venir drainer toute une destruction d'emplois liée encore une fois à la crise du logement neuf, mais je le disais tout à l'heure, ne va pas faire l'objet d'un vase communicant. C'est pas parce que j'étais manœuvre dans le gros œuvre que demain je sais poser un parquet. Je caricature, hein, bien évidemment. Donc il y a un interstice
dans lequel, et je pense que la fonction de l'IAE y répond de manière assez importante, de venir créer ces ponts de conversion, reconversion des compétences, de transformation en tout cas, dans lesquels ce sont des métiers hautement techniques, dans lesquels la formation, elle est un petit peu théorique, beaucoup pratique, et on parlait d'efficience, d'efficacité, etc. tout à l'heure. On va venir pourvoir des emplois recherchés dans la rénovation au regard d'entreprises comme celle de l'IAE, mais de manière plus générale par tous les systèmes de formation tout au long de la vie ou continue qui vont permettre de venir, encore une fois, capter ces métiers-là. J'en terminerai aussi avec quelque chose qui est tout à fait lié au secteur du BTP, même s'il peut s'appliquer à d'autres, c'est l'attractivité du métier. La manière dont a été animé, je vais dire ça comme ça, l'emploi dans le BTP, c'est des métiers qui sont pénibles, c'est des métiers qui sont souvent rémunérés, on va dire, de manière plus modeste que dans d'autres secteurs par rapport à la valeur ajoutée, j'entends bien, qu'ils amènent. Et donc, nécessairement, ce que je veux dire par là, c'est que on peut regarder les enjeux par rapport à des transferts d'emplois. Je pense qu'il faut filer en tout cas la réflexion sur, je le disais, la formation et aussi l'attractivité des métiers, puisque des décennies malheureusement de salariés ne vont pas jusqu'à la retraite parce que le métier est excessivement pénible. Et donc des générations suivantes, connaissant leurs parents, ayant vécu ça, se disent le BTP, j'ai même pas envie d'y aller. Alors, moi, j'ajouterais aussi peut-être une problématique, en tout cas quand on est en secteur rural. Nous, par exemple, à Cognac et Barbezieux, on n'a pas forcément des organismes de formation à proximité. Ça veut dire aller à Angoulême, 3/4 d'heure de route. Ça veut dire aussi avoir des moyens de transport adaptés. On parlait du train tout à l'heure. En fait, les horaires de train ne sont pas toujours adaptés justement pour arriver à l'heure en formation quand on habite à Barbezieux ou à Cognac, etc. Donc, il faudra aussi trouver des solutions de ce type. Parce qu'aujourd'hui, c'est un gros frein pour les personnes que l'on accompagne pour accéder à certains métiers. Le fait de ne pas pouvoir aller à Angoulême. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir joué le jeu. Alors du coup, c'est des zooms sectoriels relativement courts. On va faire un zoom sur, justement, juste avant d'aller manger, sur l'alimentation, l'agriculture. Et je vais demander à Stéphanie, ancienne directrice, bientôt présidente du bocal local. Merci. Peut-être juste un petit mot sur ta structure. Je vais passer la diapo là-bas. Un petit mot sur la structure. Donc, le bocal local est un atelier chantier d'insertion. En fait, c'est 10 ans aujourd'hui. Dans 3 jours. Dans 3 jours précisément. On est 23 salariés et on travaille sur la question de capacité et solidarité alimentaire territoriale. Donc, quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et rien dit en même temps. C'est des mots très à la mode. Donc, en effet, on est sur un secteur qui est porteur. On est sur un secteur qui est très attractif, mais de la même façon que pour le BTP, une pénibilité incroyable. À l'heure actuelle, on accueille beaucoup de personnes qui ont cette envie de se lancer. Et donc, du coup, on a, j'ai envie de dire, du caviar en termes de salariés en parcours parce qu'ils ont une motivation incroyable derrière sur leur projet professionnel. Sauf que lorsqu'ils sont confrontés à la réalité derrière du secteur, eh bien, finalement, ils se disent moi, exploitant, finalement, jamais. Jamais du tout. Je veux être salarié, je veux bien travailler pour quelqu'un, mais en aucun cas me mettre en péril physiquement, économiquement parlant. Ça, c'est une réalité aussi. L'autre réalité qu'on a, c'est qu'à l'heure actuelle, on aurait pu penser qu'on bénéficierait de lois avantageuses. J'ai envie de parler de la loi Egalim, qui doit en être à sa 3e, 4e, Xème version. La loi climat et résilience. On aurait pu se dire, youpi, on a en effet de belles opportunités pour y répondre. Sauf que derrière, finalement, les pouvoirs publics ne s'en emparent pas. Quand ils s'en emparent mal. Quand ils s'en emparent, ils mettent les structures comme les nôtres en difficulté. Avoir des ambitions, c'est bien,
derrière les mettre par rapport à la réalité finalement du terrain, de la capacité de relocalisation, de décider que du jour au lendemain, on va manger circuit court et on va manger de saison. Je pense que ça ne correspond pas à tout le monde. À l'heure actuelle, je pense que tout le monde en a ras-le-bol, des choux, des navets et autres. Eh bien, c'est la même chose pour les pouvoirs publics, c'est la même chose pour leurs convives. On a eu une chance incroyable d'arriver à faire changer un petit peu le prisme et à passer un marché qui était normalement un marché standard, un marché closé pour la fourniture grâce à Inae, entre autres, et Théa Mana qui est là aussi, qui a beaucoup travaillé sur cette dimension-là. Travailler sur ce marché de fournir des légumes de saison, sauf que derrière, en fait, ça ne peut pas suivre. Pourquoi ? Parce que le commanditaire n'est pas prêt à travailler sur cette logique-là. Donc, du coup, nous, on est en effet sur quelque chose qui parle, qui a du sens, qui donne envie, qui est dans l'air du temps, sauf que derrière, malgré ces lois, malgré ces obligations, on n'en voit pas forcément les résultats et ça laisse des structures quand même dans une logique de précarité qui est quand même assez forte parce que derrière, si cette consommation-là ne se révèle pas effective auprès de nos structures, derrière, il y a une mise en danger aussi, derrière une fragilisation qui est assez forte. Donc, comment est-ce que, sans rentrer une fois de plus dans le terme du lobbying, on arrive à faire en sorte que ces lois ne restent pas juste des vœux pieux, mais soient vraiment une application. À l'heure actuelle, il n'y a pas de sanction. Si on n'atteint pas les objectifs de 50% sous signe de qualité, dont 20% bio, il n'y a pas. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire à notre échelle pour arriver à faire bouger ça ? Alors, encore une fois, le sujet est éminemment vaste et très intéressant. Plusieurs choses que j'entends effectivement, et je vais peut-être m'écarter de la position en tout cas du rapport emploi, mais il y a un sujet, vous l'avez dit, légal, supralégal. On parlait des européennes tout à l'heure, il y a des choses qui se décident aussi à ces instances-là. Mais en revenant effectivement sur quelque chose de beaucoup plus local, depuis tout à l'heure, j'entends à demi-mot la difficulté à prononcer le mot lobbying. Au Shift Project, on l'assume, on l'aime ce mot, pour dire effectivement notre vocation, c'est d'influencer activement par la proposition de rapports chiffrés, comme d'autres le font bien évidemment, mais on est intimement convaincu que c'est par l'action publique que tout un tas de rapports et de projections vont se transformer. Pour donner effectivement l'axe de réflexion du Shift Project au travers du PTEF, c'est que l'agriculture, alors il y aura un rapport d'ailleurs sectoriel qui va arriver en fin d'année qui sera très documenté, mais dans le rapport emploi, il y avait déjà des premières pistes, c'est le secteur qui doit, à l'horizon 2050, créer le plus d'emplois. D'une part par son attractivité, mais il doit créer le plus d'emplois dans la mesure où il y a des changements individuels, qui nous sont tout à fait propres collectivement, et du supralégal, on l'a dit. Pour autant, comment on arrive à ce chiffre de 300 000 emplois ? C'est par la relocalisation du maraîchage, effectivement. Là, c'est pas très français, la démécanisation, j'arrive pas à le dire. En gros, on enlève une grosse partie de la mécanisation du maraîchage et on le fait, entre guillemets, à la main. Et ces éléments-là permettent effectivement, on parlait tout à l'heure d'esclaves énergétiques, effectivement, un tracteur, sa puissance, c'est la puissance de 100 hommes et femmes, 200 hommes et femmes, etc. etc. Donc, les éléments qui sont aussi intéressants à apporter à la réflexion commune, c'est que c'est un choix politique avec un grand P, c'est aussi un choix individuel, tout ça se télescope, et dans les éléments qui sont à notre portée à aujourd'hui, l'agriculture, l'agroagriculture doit se décarboner dans la mesure où elle va nécessiter beaucoup plus de bras et de jambes, et de tête, ça va de soi, pour pouvoir respecter cette fameuse trajectoire. Au niveau local, effectivement, les pistes de réflexion que souhaite pousser le Shift, c'est très fortement, en termes de création d'emplois, comme je disais, la relocalisation du maraîchage. Ça revient aussi à choisir un certain mode de vie. Oui, aujourd'hui, moi j'adore le navet, mais c'est mon problème. Mais nécessairement,
les apprentissages, en tout cas, des différents rapports et études qui ont été menés, c'est aussi changer sa consommation. Et en premier lieu, là, on parle de tout ce qui est potager, fruits, etc. Mais la consommation de viande, bien évidemment. Donc, effectivement, moins de viande, moins de mécanisation et, j'ai envie de dire, plus de localité. Je ferai une dernière digression juste pour parler en termes d'empreinte carbone et de nous montrer qu'en fin de compte, on peut relocaliser une grosse partie de l'agriculture, on peut enlever la mécanisation, mais à aujourd'hui, c'est terrible, mais entre une tomate qui pousse au Maroc aujourd'hui et donc en mai, et une tomate qui pousse sous serre chauffée à Nantes, ben nécessairement la tomate marocaine, en termes d'empreinte carbone stricte, elle est moins carbonée, parce que chauffer une serre, etc., ça consomme beaucoup plus d'énergie. Donc, on peut acheter plus local. Peut-être que le Nantais se dit j'achète ma tomate locale, effectivement, mais en termes d'empreinte, si on le regarde sur un pur spectre quantitatif équivalent CO2, ben, la tomate marocaine, elle a du sens aussi. Alors, je dis ça forcément pour contredire, effectivement, et montrer que tout ce qu'on se raconte depuis tout à l'heure sur l'écologie est hautement complexe et prend en compte énormément de variables qu'à notre mesure, on n'est pas tout à fait en marge, en possibilité de maîtriser. Surtout pour ça. Si je peux juste réagir encore. Alors, la démécanisation, c'est en effet une opportunité, mais en revanche, derrière, ça va vouloir dire aussi une augmentation significative des prix. Sachant que, vous en avez parlé, la tomate du Maroc, c'est... on va dire, allez, on est gentil, on est à 3,50 € le kilo en supermarché. C'est 1 € heure main-d'œuvre chargée. Comment est-ce qu'on fait, nous, si en effet, demain, on multiplie les chantiers ou on multiplie la main-d'œuvre auprès des maraîchers? Comment est-ce qu'on fait pour tenir avec un prix où les gens, eux, en effet, ont une obligation aussi de relocalisation de leurs dépenses? Le poste nourriture a clairement et nettement baissé. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être que Timothée a peut-être une vision plus précise là-dessus. Mais en tous les cas, voilà, derrière, cette démécanisation, non seulement elle a un impact sur le prix, mais elle a aussi un impact derrière sur le côté santé du maraîcher, parce qu'arrive un moment, de la même façon que dans le BTP, on n'est plus capable, on n'est plus apte à ne pas avoir de la mécanisation. Il faut aussi être conscient de ça. Alors on peut travailler sur l'agroécologie, la permaculture, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, et c'est ce qu'une grande majorité des structures font également. On a tendance à aller vers de la micro-ferme maintenant, en effet, mais l'autre question aussi derrière, c'est l'accès au foncier. Et l'accès au foncier, on ne l'a pas. L'accès au foncier, on ne l'a pas. On l'avait à une époque avec des collectivités qui avaient gardé une mainmise sur des terrains agricoles qu'ils n'ont plus. Maintenant, ces terrains agricoles, ils sont privés. Et quand ils sont privés, ça veut dire que derrière, il y a une envie de spéculer, ce qui s'entend complètement. Il n'y a pas de raison que les générations d'avant aient pu vendre des terrains pour qu'ils se deviennent constructibles. Et ils espèrent en effet qu'il y ait cette logique de changement de PLU, PLUI à un moment qui fasse que... Donc ça rentre quand même vraiment tout ce secteur attractif, oui, mais avec une énorme fragilité quand même derrière, sur tous les versants possibles, je pense. Merci beaucoup, Stéphanie. On arrive à la fin de cette table ronde. Si vous voulez dire un petit mot de conclusion, si vous avez, ou Timothée ou Hugo, sur ce qu'on vient de se dire, on voit effectivement beaucoup d'enjeux. L'IAE a, à mon avis, beaucoup de ressources à amener sur ces différents enjeux. On a pu malheureusement voir que 2 secteurs, on avait prévu de zoomer aussi un petit peu sur la mobilité, mais on a pu en parler grâce à l'intervention de Thomas, et un peu sur, évidemment, l'économie circulaire, le réemploi, les ressourceries, dont l'IAE est assez moteur. Je vous laisse peut-être dire le mot de la fin. Avant, j'entends que ça commence à chuchoter dans la salle, donc je sens qu'ils ont envie de sortir et de parler entre eux. Non, mais oui, effectivement, juste un mot de la fin. Je dirais effectivement que c'est excessivement enrichissant tous ces débats-là, puisque on voit bien que, en tout cas pour la position du Shift Project, qu'on ne peut pas lire la transformation et la décarbonation de l'économie au simple prisme du flux physique. C'est un choix méthodologique,
pas un choix monétaire, on l'a dit, puisqu'on considère que derrière, le choix monétaire, il se fera à d'autres niveaux. Donc, effectivement, je vous invite à suivre et à collaborer, puisque tous les travaux et les rapports sectoriels du Shift sont ouverts, sachez-le, avant que la version finale soit publiée. Il y a une version Word qui est accessible sur le site internet, où vous pouvez complètement aller la consulter, faire tous les commentaires, et d'ailleurs, c'est dans la méthodo quelque chose qui est très nécessaire, et dans lesquels je pense que tous les acteurs de l'IAE ont force et presque, j'ai envie de dire, obligation de participer. Merci. Juste en un mot avant de vous laisser aller manger les navets, du coup. J'espère qu'il vous a pas pris des burgers. Du coup, sur le fond, juste un élément. Moi, je pense qu'il y a un enjeu, effectivement, et c'était intéressant aussi de conclure par la question des secteurs ou des filières. Il y a un enjeu sans doute pour l'ESS, pour l'IAE, mais pour l'ESS au sens plus large, de construire effectivement des logiques de filières. Aujourd'hui, ça n'existe pas vraiment, voire pas du tout, à vrai dire. Il y a quelque chose qui émerge, c'était l'un des points qui devait être traité après, effectivement sur le réemploi solidaire, puisqu'il y a une union pour le réemploi solidaire qui vient d'être créée, en particulier au niveau national. On sait qu'il y a des enjeux là-dessus, parce que le privé s'en empare en fait de ces sujets-là, sauf qu'il fait le réemploi puis il fait pas le solidaire, quoi. Et puis le réemploi, il le fait dans un biais très consumériste au demeurant. Donc c'est tout le débat, vous le savez, entre Vinted et Label Emmaüs par exemple, qui a agité un peu là récemment. Je crois qu'il y a un sujet là-dessus, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien rappeler aussi, c'est que la transition, le monde de la post-croissance, parce qu'en fait on parle de ça, et le monde de cette transition-là qui est en train de s'inventer, c'est pas juste un monde où on réinscrit l'économie dans des limites planétaires, c'est aussi un monde dans lequel on réinscrit l'économie dans des limites sociales. Voilà. Et je crois qu'il faut arriver à tenir les deux bouts, et c'est peut-être par là que l'ESS aura quelque chose à dire, me semble-t-il. C'est en rappelant qu'en réalité la transition écologique, c'est d'abord et avant tout une question sociale. Voilà. Je crois que quand on dit qu'on développe des activités autour de la cohésion sociale, autour de la relocalisation, autour des territoires, etc., on fait la transition écologique quelque part. Et ça, je crois que c'est ce qu'il s'agit de réaffirmer au titre de l'économie sociale et solidaire. Et on parlait de plaidoyer, il me semble qu'il devrait se restructurer autour de cette idée-là.